Si comme moi vous traînez un peu sur le net à la recherche de quelques articles relatifs au cinéma, vous devez savoir qu'un débat fait rage sur la manière dont nous devrions juger une adaptation. Ce que mon travail analytique sur Premier Contact m'a appris, c'est qu'une adaptation ne se juge jamais que par la somme des choix entrepris par l'équipe de production. Vous avez le livre entre les mains. Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous ne gardez pas? Si toutes les bonnes idées d'une œuvre sont celles que l'on retrouve dans le bouquin et que toutes les mauvaises ne demeurent que dans le film, votre vision de celui-ci ne sera-t-elle pas impactée? Car au final, n'est-ce pas plutôt le livre que vous aimez sans le savoir? Connaître l'œuvre adaptée change les mérites que nous lui accordons, puisque nous sommes, dès lors, plus dupes de la vulgarisation de l'œuvre adaptée, ni dupes sur ce que le film prétend avoir inventé. Ou à l'inverse justement, nous prenons conscience de tout le génie créatif de l'équipe qui ont su utiliser l'œuvre originale pour élever la leur à un niveau bien supérieur. Parmi les vastes possibilités que nous avons d'évaluer un film, jugé d'un point de vue purement cinématographique, c'est omettre qu'un film est une adaptation. C'est soustraire l'idée que l'équipe s'est ouvertement inspirée d'éléments d'un autre artiste. C'est attribuer à l'adaptation et aux auteurs les mérites qu'ils n'ont pas. C'est en somme fausser le jugement. Néanmoins, avoir lu le livre dont le film est issu ne permet rien d'autre que de comprendre les choix entrepris, d'ainsi prendre en compte le génie créatif ou non de l'équipe, et enfin de mieux distribuer les mérites que l'on peut accorder aux auteurs et aux artistes. De mieux comprendre qui a fait quoi. Gardez bien tout ceci en tête pour le reste de la critique. Même dans les œuvres qui ont l'ambition de s'éloigner du cliché hollywoodien, en ne montrant ni d'invasion d'extraterrestres ni de destruction massive, on dirait qu'elles ne peuvent s'empêcher de mettre en avant les Américains, généralement confrontés aux méchants russes, allemands ou chinois, qui sont souvent les pauvres victimes du traitement caractériel d'Hollywood que l'on connaît tant. Premier Contact n'y échappe pas non plus. Le général Chang, qui de son nom rappelle celui de Star Trek, est aussi surnommé Domino du fait que ses actes seront copiés par au moins 4 autres nations. Un détail qui laisse deviner que dès l'instant où le général décidera de passer à l'offensive, s'ensuivra une réaction en chaîne qui pourrait entraîner une 3e guerre mondiale. Là où le film commence à se casser les dents, c'est la raison très peu convaincante qui pousse les Chinois, décrits comme des imbéciles bourrins prêts à tout péter pour un rien, à lancer une offensive qui tient uniquement sur l'emploi du mot arme par les heptapodes. Ce qui n'est pas une raison très convaincante pour lancer une offensive, notamment sur une race inconnue et ouvertement pacifiste, puisqu'aucune de leurs actions n'était menaçante dans le sens de provocante. Sans compter le fait qu'ils ont 12 vaisseaux, ce restant pourrait toujours lancer des représailles, ce qui mettrait toute la planète en péril. Et enfin, si les humains sortent vainqueurs de la guerre contre les aliens, la Chine, à l'origine et responsable de tout ça, se trouverait dans une bien mauvaise situation internationale. Pour tout vous avouer, je préfère qu'un film se libère des entrailles du livre dont il est issu et qu'il essaie de produire quelque chose de différent. L'une des tentatives était d'ajouter un propos politique, de montrer la réaction du peuple, d'y ajouter de la tension, en définitive, de romancer l'histoire. Tandis que le livre, finalement, faisait le mélange entre un cours de linguistique pédagogique superposé de quelques événements narratifs. Mis de côté les bonnes idées déjà relevées dans mon analyse, nous nous intéresserons à présent aux mauvaises idées, et particulièrement pourquoi elles le sont. En premier temps, relevons celles qui ne sont pas abouties. Je pense notamment à la réaction des civils face à la supposée invasion des extraterrestres, abordée de 3 manières. Dont l'une, pensant que les aliens peuvent potentiellement les exterminer, les professeurs et les élèves ne se sont pas déplacés jusqu'à leur école pour profiter du temps restant. Quelques détails sont aussi ajoutés lorsque Louise, seule dans son bureau, regarde les infos. Scène qui sert surtout à ajouter de la consistance au récit dans les moments les plus creux, par crainte d'ennuyer le spectateur. En soi, ce n'est pas un défaut, je liste seulement les techniques utilisées. Pour le moment, rien de bien probant, jusqu'à ces extraits où des civils apeurés fuient les vaisseaux aliens sous la stimulation des coups de feu. Et sans compter l'éternel retour du civil vêtu d'un masque du personnage de V dans V pour Vendetta, qui dessine à la bombe sur un mur « Sauver notre espèce ». C'est manquer d'originalité que de toujours illustrer la panique à l'aide des foules, des manifestations ou des théories conspirationnistes ou religieuses. Je pense notamment aux 12 groupes des 12 archanges venus du ciel, de la prophétie des 12 apôtres ou tout ce qui peut se faire avec le chiffre 12. C'est sympa, je n'ai rien contre, mais on connaît par cœur à force. Pourquoi pas nous montrer les réactions différentes en fonction des cultures, des établissements? Pourquoi pas montrer des débats télévisés entre des politiciens ou encore des intellectuels par exemple? Ce qui permettrait même de soulever davantage de questions pour traiter plus efficacement certaines notions. Questionner notre place dans l'univers, apporter plus de matière à réfléchir au sens de la vie, à la place de la religion après tout ça, et ainsi de suite. Mais non, le scénario n'est pas aussi ambitieux. Il décide cependant d'aborder Internet, entre autres YouTube, lors d'une scène avec 2 soldats dans leur dortoir. Au premier visionnage, cet extrait m'a paru pertinent parce que justement il dévoilait très bien la stupidité qu'engendre l'ignorance de certaines personnes sur le sujet. Le blogueur pensait à tort que sous prétexte que les militaires ne portaient pas d'armes, le gouvernement n'en fichait pas une.
Ces militaires en question, qui regardent la vidéo, savent pertinemment que c'est faux, puisqu'ils sont présents eux sur les lieux, qu'ils font tout leur possible pendant que quelques clampins sur le net attisent la colère des gens et préconisant même d'employer une démonstration de force pour donner un coup de semonce. Évidemment, ce genre de réaction doit exaspérer les militaires. Leur travail est dénigré, ridiculisé, voire bafoué. C'est pourquoi ils se jettent le regard que l'on connaît. Or, ce que j'ai compris au suivant visionnage, c'est que ces deux militaires en question n'étaient autres que les poseurs de bombes qui ont précédemment gobé toutes ces bêtises puis appliqué le raisonnement à la lettre en donnant un coup de semonce. Au final, ce n'était qu'une scène supplémentaire servant à justifier le comportement futur de ces deux individus. Par ailleurs, le colonel Weber résoudra l'affaire en concluant qu'il s'agissait sûrement de quelques types qui ont un peu trop regardé la télévision. Tout en restant sur le même personnage, il y a d'autres scènes spécifiques servant à le caractériser, comme le coup de téléphone avec sa petite amie, ou encore sa réticence aux agissements ouvertement pacifistes de Louise face aux heptapodes, et j'en passe. Le fait de justifier régulièrement son futur comportement insinue que les scènes présentées sont suffisantes à justifier justement ses actes rebelles, tout en ajoutant de la tension comme de la consistance au récit. Ces scènes creuses parce que ne justifiant pas grand-chose accroît la vacuité scénaristique du film que l'équipe essaiera vainement de combler au travers de différentes techniques dont nous essaierons tout au long de cette critique d'en déchiffrer les méthodes. Tout d'abord, comprenons pourquoi je pense que la structure scénaristique est maigre, ce qui peut surprendre après toute cette énergie dépensée à l'analyser. Pour saisir la vacuité qui dessine les contours de l'œuvre, formant corollairement sa substance, il faut d'abord en comprendre son essence, sa raison d'être. Autrement dit, qu'est-ce qui a amené le film à devenir ce qu'il est ? Commençons donc par son propos, celui du deuil et de l'acceptation de son destin. Yann, Ouais. si vous pouviez voir toute votre vie du début à la fin, vous changeriez quelque chose? Question qui sous-entend déjà sa réponse, non, puisque Louise décide de ne rien changer. Ce qui en a gêné plus d'un car en effet, il n'y a rien de très convaincant à accepter son destin de la sorte. Tout individu répondrait plus généralement « Ah oui, carrément, je changerais tout », ou au moins certaines choses. L'objectif n'est pas tant de convaincre, on pourrait bien sûr s'en passer et accepter l'excuse comme Louise accepte son destin, mais l'important est le traitement. Et je ne vois rien d'autre que cette phrase pouvant potentiellement illustrer le message. Sa fille va mourir, elle l'accepte, point, fin de l'histoire. Pourquoi et comment, ça on ne le saura jamais. Du moins, pas avec le film comme seul support, puisque le livre nous aide à y répondre. J'en conclus que l'acceptation de son destin comme celui de la mort de sa fille ne sont pas les sujets du film, mais plutôt des prétextes à son concept. De même pour le propos politique, comme nous avons pu le voir précédemment, qui ne sert pas plus, pas moins, à suppléer un peu de tension à la narration. Je pourrais citer le thème de la communication, et effectivement là, il y aurait une forme de traitement, mais j'y reviendrai plus tard justement. Si le propos principal du film est un prétexte à son concept, quel est ce concept et pourquoi est-ce un prétexte ? Le concept du film est de lier le début et la fin pour créer une boucle, un palindrome. Le rôle du propos est alors de faire en sorte que le message soit tourné de manière à rendre possible la révélation finale recherchée. L'objectif est de surprendre le spectateur avec ce qu'on appelle vulgairement un mindfuck. Ce qui explique aussi pourquoi les visions de Louise, que ce soit dans la scène d'intro, de celle qui parsème le film ou de la conclusion, sont identiques, car elles ne servent qu'au remplissage des scènes en question. Comparons seulement l'introduction à la conclusion. Nous regardons Louise et Anna jouer ensemble. Elles s'amusent, elles rigolent, la vie est belle, et nous avons aussi ce plan à la fin où Anna court dans le champ. Plan qui est répété à plusieurs reprises. Je ne vais pas tous vous les citer un à un, je laisse les images qui défilent parler d'elles-mêmes. Pour ce qui est des visions qui parsèment le film, elles se déroulent presque toutes dans la forêt ou dans sa maison, là où rien de concret ne se produit. Comme si, en plus d'imiter de près ou de loin Terrence Malick dans sa mise en scène, Denis Villeneuve et Bradford Young, le directeur de la photographie, je présume que c'est à eux que reviennent les mérites, imitent tout autant maladroitement son aspect contemplatif en se limitant simplement à filmer une petite fille qui fait des choses parce qu'il faut bien qu'elle fasse des choses. Ce qui donne l'impression que Louise n'a vécu des moments avec son enfant que dans l'encadrement de sa maison, de la forêt ou du lac qui l'entoure. Mais où sont passés les moments avec son enfant lorsqu'elle pouvait l'emmener au cinéma, faire les courses ou les magasins, lorsqu'elle l'emmenait à l'école ou qu'elle venait la récupérer ? Où sont les instants où Louise lui faisait sa toilette, lui préparait à manger, ou encore les mauvais moments lorsque bébé, Anna ne faisait que crier, la réveillant constamment, ou lorsqu'elle devait nettoyer ses excréments, lorsqu'elle a sûrement dû se rendre à une convocation pour une bêtise qu'Anna aurait faite, ou encore pour des nombreuses crises qui pourraient en découler. En définitive, il nous faudrait des scènes plus intimes et directes afin que nous ayons au moins l'infime possibilité de nous attacher à sa fille, de nous dire « Ok, je veux cette gosse, pas une autre, celle-ci, donc j'accepte mon destin, parce que je veux la retrouver physiquement cette fois, car je l'aime sans l'avoir fait naître,
et que ne pas la mettre au monde reviendrait à la tuer. Et c'est en cela qu'une mère est incapable. Mais voyez-vous, même en ceci, le film a échoué à créer l'attachement qu'Anna était censée produire, et dont le concept par cet échec ne tient en dernier ressort que dans le déplacement de la fin vers le début. Pour ce qui est des scènes intrigantes, vous remarquerez qu'elles n'ont de raison d'exister que pour justifier son concept. Prenons par exemple la scène où Anna demande à sa mère de lui rappeler l'expression « un jeu à somme non nulle ». J'ajoute au passage que cette scène était déjà présente dans la nouvelle. Pour le film, ils ont choisi d'enlever le cliché du livre où Anna s'énerve comme une ado pour un rien, seulement parce que sa mère n'arrivait pas à trouver l'expression en question. Ce qui est une très bonne modification. Mais passons. Dans le film, ce passage permet seulement d'ajouter du mystère sur les souvenirs de Louise, et de faire comprendre au spectateur qu'il y a un lien étrange entre ce dont elle se souvient et ce qu'elle vit présentement. Anna est un outil servant à suppléer du mystère au récit. De même pour la scène où Anna dessine ses parents avec une cage à oiseaux, ou encore l'heptapode qu'elle a modélisé avec sa pâte à modeler, et j'en passe. Anna n'étant qu'un outil, et n'engageant par conséquent très peu d'impact émotionnel, elle perd l'attachement que le spectateur devait avoir à son égard. Autre chose encore, le public de premier contact n'étant pas linguiste, toutes connaissances données peuvent paraître très complexes et tout à fait nouvelles, ce qui donne l'illusion d'une richesse culturelle. Cela est accompli grâce aux références et aux anecdotes linguistiques tape à l'œil. Une qui m'a particulièrement marqué est celle lorsque le colonel Weber vient réveiller Louise pour qu'elle traduise le mandarin. On découvre que les Chinois utilisent un jeu de leur culture pour communiquer, ce qui est d'ailleurs très surprenant de la part du meilleur linguiste chinois de produire une telle erreur. À ce moment, Louise fait une comparaison très élégante. Eh bien, disons que je leur apprenne les échecs au lieu de notre langue. Toutes mes conversations deviendraient une partie. Mes idées s'exprimeraient à travers l'affrontement, la victoire, la défaite. Vous voyez le problème ? Si je me contentais de vous fournir un marteau. Tout deviendrait un clou. Évidemment, c'est chic comme anecdote, et j'imagine que l'insérer permet d'accentuer l'aspect interprétatif du langage. Mais si seulement cela ne rendait pas les Chinois encore plus idiots qu'ils ne le paraissaient déjà. Lorsque Yann résume les exploits accomplis pendant l'ellipse de 18 mois, il partage beaucoup de petites anecdotes croustillantes. Que ce soit l'origine grecque du mot heptapode, que les extraterrestres ont un langage sémasiographique, à noter que les mots compliqués sont très importants pour rendre le tout très scientifique, et d'autres détails comme plus tard le palindrome. Si vous fouillez un peu le web à la recherche d'analyse, vous remarquerez que beaucoup sont fiers et ravis de pouvoir définir ce mot dans le travail qu'ils partagent. Sans oublier l'hypothèse Sapir-Whorf que l'équipe, dans les bonus et de leur propre aveu, confie en effet qu'ils l'ont intercalé dans le cauchemar car il fallait bien intégrer ça quelque part et qu'il n'existait pas de meilleure option. De toute manière, vous avez vu le film, alors je ne vais pas citer plus d'exemples. Bien que la plupart soient utiles voire nécessaires à l'œuvre, elles ne sont que des détails linguistiques utilisés comme des connaissances majeures à l'avancée des travaux de Louise, ce qui justement manque à premier contact. Même la scène où Louise expose à Weber la difficulté que représente la question à poser, c'est très tape-ailleurs parce que c'est très intuitif, simpliste. C'est cool de savoir qu'il est possible que peut-être, éventuellement, une espèce ne peut comprendre ce qu'est une question ou une action individuelle. Bien que cette scène serve le récit, même dans ce type de cas, qui se fait rare dans le film, cela reste encore une fois très tape à l'œil. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne dis pas que le film ne divulgue aucune connaissance, mais qu'aucune d'entre elles n'est suffisante pour comprendre précisément le langage heptapode. Peu de connaissances concrètes, donc peu d'enrichissement. Et ce manque de culture ne concerne pas uniquement la linguistique, mais tout autant la physique et la politique. On n'a rien de probant sur les relations internationales, la géopolitique, la manière dont on informe le public et toutes ces choses. Une interview de Denis Villeneuve confirme ma remarque à ce sujet. Pour être sincère, c'est l'aspect qui m'intéressait le moins dans le projet. Je trouvais extraordinaire l'idée de l'intimité avec des êtres venus d'ailleurs, de l'échange du langage. J'ai fait tout pour étirer la première partie du film. La partie géopolitique est plus convenue. Elle était nécessaire pour créer la tension, c'était aussi intéressant de voir l'impact de cette visite sur la planète. Mais je voulais qu'on continue de voir cet impact à travers le regard de Louise, de cette femme en deuil. Et pour finir avec l'aspect géopolitique, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que les autres pays existent. Je n'ai pas réussi comme je l'aurais voulu, mais enfin, la proposition de départ se limitait aux États-Unis. En tant que Canadien, j'avais envie que des vaisseaux atterrissent en Afrique, dans des pays européens qui n'étaient pas forcément la France ou le Royaume-Uni. Pour moi, c'était important que ces êtres qui viennent du fin fond d'une autre galaxie n'atterrissent pas au-dessus de la Maison Blanche. Nous avons suffisamment d'éléments, à présent, pour conclure la chose suivante. Le propos a été vulgarisé. Dans les bonus du Blu-ray DVD, l'un des producteurs disait pourtant ne pas vouloir faire de vulgarisation, car ses jugés sont publics. C'est penser qu'il n'est pas capable de comprendre. Ce que je rejoins tout à fait. Or, pour ceux qui ont suivi l'analyse et qui connaissent bien le livre,
C'est effectivement ce qu'ils ont fait, bien que rien ne soit insultant. L'objectif est de comprendre ce que beaucoup de films de SF sautent. C'est comment entrer en contact avec des aliens si ce jour arrivait. De leur propre aveu, ce questionnement-là est l'essence même du film. Si un beau matin, un homme en noir toque à ma porte pour me demander de réaliser intégralement un film qui consiste à répondre à cette problématique, je me verrais totalement déconcerté, désemparé. Je n'ai aucune idée, moi, comment on fait pour traduire un langage extraterrestre non linéaire. C'est pour me sortir de cet embarras que j'emploierai la méthode du dernier recours. Le joker pour tout type de scénariste manquant de connaissances sur son sujet. Je ferai en sorte que mon personnage soit une super linguiste, capable de résoudre le problème à ma place, simplement par son statut. Puis, je provoquerai une ellipse temporelle de 18 mois, résumée par l'un de mes personnages, ici Ian Donnelly, afin qu'il explique au spectateur que ma super linguiste a résolu tous les problèmes de traduction au cours de cette ellipse et qu'il n'a donc plus à s'inquiéter à ce sujet. Ainsi, je n'ai même pas eu besoin de faire des recherches poussées en linguistique, il me suffisait juste de dire, simplement de dire, que ma linguiste a réussi à traduire le langage heptapode. Rien de plus. Premier contact ne sert aucune notion nous permettant de résoudre l'équation. Ce qui fait l'essence même du film n'est pas abouti. Et ce qui en résulte, lorsque c'est le cas, n'est que projection d'un vide abyssal que l'équipe a éminemment essayé de combler au gré de différentes tactiques. L'assemblage et l'enchaînement consécutif des connaissances débitées dans le film permettent entre autres d'impressionner le spectateur afin qu'il perçoit l'œuvre comme riche et intelligente, tandis qu'elle ne fait que survoler les bases très primaires de la linguistique. En connaissance de ces éléments, je ne peux m'empêcher de penser qu'ils ne servaient ni le propos, ni le concept, ni même la culture, mais bien plutôt le marketing. À l'heure des plateformes de téléchargement et à notre époque du fast-food, les œuvres se voient revêtir de multiples apparences pour réussir à maintenir l'exaltation dans les yeux d'un spectateur se déplaçant moins en salle, dû à son catalogue de films gratuits et illimité, et qui par conséquent peut se permettre à tout instant de quitter le film s'il ne lui plaît pas. Dès lors, nous prenons moins le temps d'installer une ambiance, ni le temps de nous laisser happer par celle-ci. Conscient qu'un spectateur tient pour profond ce dont il ne peut voir le fond, un discours énigmatique tenu par Louise en préambule lui suffit pour trépigner d'impatience à l'idée d'en recevoir quelques éclaircissements. Prenons un extrait au hasard. Je pensais que c'était le début de ton histoire. La mémoire est une chose étrange. Elle ne fonctionne pas comme je l'imaginais. Nous sommes tellement esclaves du temps, de sa nature. Ceci est une suite de phrases volontairement inachevées où chacune d'entre elles étouffe leur propre réponse. Avant, je pensais que c'était le début de ton histoire. Mais à présent, que penses-tu ? La mémoire est une chose étrange, elle ne fonctionne pas comme je l'imaginais. Et comment fonctionne-t-elle par conséquent ? On ne le sait pas. Mais je ne suis plus certaine de croire au début et au fin. Pourquoi est-elle si obscure dans ses propos lorsqu'elle se parle à elle-même, si ce n'est pour interroger le spectateur ? Le discours de Louise n'a pas de plus-value philosophique intrinsèque. Il ne nous permet pas, en lui-même, de réfléchir sur le sens de la vie. Il n'existe que pour promulguer sa propre énigme. Cette apparence mystérieuse que la posture du film tente à prendre permet uniquement d'accroître la valeur des réponses apportées au dénouement, car justement elles étaient précédées de questions mystérieuses en ouverture. Il suffit de formuler l'attente du spectateur dans les prémices pour le satisfaire des réponses obtenues aux questions qui se posaient à l'origine. Enfin, une fois le visionnage terminé, celui-ci se sentira nettement plus intelligent lorsqu'à la seconde lecture, il parviendra à comprendre pleinement le sens du dialogue, qui deviendra par conséquent plus percutant à ses yeux, fier d'en avoir saisi toute la portée. En lui-même, le discours n'était pas nécessaire. Le film fonctionnait sans. En revanche, des réponses en question ne sont que des affirmations quelque part. Pour avoir une solution, il faut bien une équation, c'est tout le paradoxe. Mais pour que les questionnements de Louise ne restent pas que de vulgaires outils servant à promouvoir la suite du récit, il fallait au moins qu'elle percute personnellement le spectateur sur leur simple sens équivoque. Des questions véritablement philosophiques, existentielles ou émotionnelles qui se suffisent à elles-mêmes. Évidemment, cela requiert beaucoup de talent en termes d'écriture, car au lieu de dire que la mémoire est une chose étrange, il aurait fallu la rendre étrange cette mémoire. Le livre s'en sortait en jouant sur la linguistique. Mais le cinéma n'ayant pas les mêmes codes, et l'équipe n'ayant pas su trouver d'équivalent, ils se sont restreints à la simple démonstration. Mais au fond, la seule chose véritablement dérangeante était l'intention derrière ce dialogue, qui n'a jamais été autre que promouvoir le reste du film pour satisfaire le spectateur de la réponse finale à la question initialement posée. Il y a des jours qui ont défini ton histoire au-delà de ta vie. Comme le jour de leur arrivée. La dernière phrase qui ponctue son discours illustre bien mon propos. Il paraît assez évident que son intention soit d'intriguer le spectateur sur la suite des événements. Pour finir, la scène d'introduction où la révélation finale n'est possible qu'en sa présence qui est certes astucieuse,
pose en revanche un problème. Comment pouvons-nous expliquer que Ian ne soit pas présent pour la mort de sa fille et pour les autres moments tout autant importants, comme l'heure de l'accouchement, à la naissance de sa fille? Et pourquoi Louise est surprise et se met à pleurer lorsque le médecin lui annonce la nouvelle tragique alors qu'elle connaissait au préalable depuis 17 ans l'inévitable? N'a-t-elle pas déjà eu le temps de faire son deuil? Il serait plus judicieux qu'elle pleure à l'heure de sa mort, non pas quand elle apprend la nouvelle, ou en tout cas pas avec une telle surprise. Toutes ces scènes me paraissent bien étranges et je ne vois pas beaucoup d'explications très pertinentes à leur conférer. Et Dieu sait que j'ai passé les 3/4 du temps à tout justifier. Un autre personnage servant à animer les enjeux est le colonel Weber qui, vous l'avez remarqué, met des bâtons dans les roues de Louise, et ce malgré lui, puisqu'il a des comptes à rendre à ses supérieurs. À leur rencontre, et à l'inverse du livre, le colonel pose des questions moins précises. Il est plus ignorant encore dans le domaine de la linguistique qu'il ne l'était déjà dans le livre. Puis, nous le savons, le colonel décide de se tourner vers un autre linguiste du nom de Danvers à Berkeley et de l'engager. Supposons que ce linguiste ait menti en leur laissant croire qu'il comprenait le charabia des heptapodes à travers leur dictaphone, il aurait été, par conséquent, engagé. Après son premier contact, ou peut-être plusieurs face aux aliens, il n'aurait rien donné de concluant et se serait donc fait licencier. Tout cela s'est sûrement déroulé en peu de temps pour enfin se dépêcher de rameuter Louise Banks au bercail. Tout juste après sa première session avec les heptapodes, Louise demande si elle est toujours dans l'équipe, ce que le colonel lui confirme. Selon lui, elle aurait produit de meilleurs résultats que le précédent. Rappelons-nous tout de même, c'est important, que pendant cette session, bien que nous n'ayons vu d'image, Louise n'a obtenu rien d'autre que des frisolies d'heptapodes, ce que les militaires possédaient déjà. Parmi tous les linguistes que l'armée pouvait recruter, hormis Louise, ils ont récupéré un pauvre clampin qui apparemment n'était pas capable d'obtenir de meilleurs résultats qu'une réponse quelconque. Soit le linguiste précédent était très médiocre, plus encore que les militaires, soit la frayeur qu'il avait de rencontrer les aliens le rendait malade au point d'abandonner. Ou alors je suis passé à côté de quelque chose. Tout se méli-mélo car il serait trop facile que Louis soit sélectionné dès le début. Il s'agit alors de prolonger un peu le suspense. Ensuite, il y a les apparitions et remarques fréquentes de Weber quant à la manière dont Louise procède pour communiquer. Dès les premières séances, il demande à Louise plus de résultats et lui fait comprendre que ses excuses ne pourront durer indéfiniment. Ou lorsque Louise soumet sa liste de mots à enseigner aux aliens, qui paraît trop large pour le colonel et dont plus aucun mot ne devra y être ajouté. Weber n'est pas le seul. Louise est souvent mise en difficulté par ceux qui ne connaissent pas bien son métier. Pourtant, ce qui est étonnant, 18 mois plus tard, lors de l'ellipse temporelle, tout semble aller pour le mieux. Notamment au niveau de sa liste de mots, qui a prodigieusement augmenté à en juger la manière dont l'un des heptapodes est capable d'interpréter ce que lui dit Louise à l'oral, sans aide manuscrite. Ce qui est une sacrée prouesse tout de même. À ce rythme, il ne s'agit même plus de science-fiction, mais plutôt de super-héroïsme. Une wonder linguiste capable d'apprendre l'anglais à des aliens radicalement différents de nous, puis de connaître le leur au point d'être en mesure de le traduire naturellement au bout de 18 mois. Qui en plus de cela, se succède de visions déclenchées pile au bon moment, lui sauvant de certaines situations in extremis, tel ce plan, lui indiquant qu'un morceau de la coque alien va amérir, ce qui lui donne l'idée de s'y rendre, sans quoi l'histoire n'avançait pas, ou encore la fameuse scène avec le général Chang. En somme, ces visions se résument à sa fille jouant avec un caillou au bord du lac, quelques passages pour le mystère, pas mal de scènes téléphonées pour faire avancer le récit, ou pour, tel un Deus Ex Machina, résoudre une situation. Sans oublier ce qui me fait beaucoup sourire, à savoir que les toutes premières visions surviennent seulement après avoir défini quelques mots ou quelques phrases. J'ai l'impression, au vu de la manière dans laquelle le film nous vend son concept, qu'il me suffirait d'apprendre quelques phrases en anglais pour me mettre à penser comme eux, indépendamment de toute la culture qui a formaté leurs mots et leur langage au fil des époques. Rien qu'avec nos traducteurs informatiques plutôt évolués, la traduction reste très superficielle. Arriver à tout traduire naturellement et comprendre une langue au point d'en assimiler sa conception du monde nous entraîne dans le domaine de l'impossible, voire de l'insensé. Même si nous sommes dans un film de science-fiction et que ce genre d'improbabilité est autorisé dans un tel genre où tout est possible, il faut savoir que cela nuit à l'accomplissement du spectateur, censé être prolongé au travers de celui de Louise. En effet, lui priver de toute la complexité du problème originel à l'aide d'une ellipse, c'est lui empêcher d'affronter le plus difficile. Corollairement, c'est lui interdire la satisfaction d'avoir résolu le problème qu'il n'a en définitive jamais eu l'occasion de résoudre. C'est comme si dans un film policier, après la présentation des personnages, du contexte, des enjeux, le réalisateur décidait de résumer toute l'enquête pour passer sans plus attendre à la révélation finale. Le film est aussi conçu pour rendre ses trailers plus performants avec l'ajout d'explosions et de scènes d'action imposées par le cahier des charges qui serviront à vendre le film une fois intégrés dans les bandes annonces.
La question que nous sommes en droit de nous poser après tout ça est pourquoi ne pas avoir directement mis en chantier un film grand public ? Pourquoi s'embêter à produire un film intelligent et d'en vider toute sa substance pour de regrettables paillettes ? Sûrement parce que Premier Contact n'est pas tant venu au monde pour récolter une fortune que pour maintenir une démarche qui tente à s'affaisser. Le monde du cinéma est en proie au divertissement pur, il s'y prélasse au fur et à mesure que les années passent. Si le système chute ainsi, c'est parce que nous devenons, nous, les masses, définitivement impropres à la réflexion. Lorsqu'elle se présente face à nous, nous fuyons à toutes jambes, comme intimidés, loin de cette chose surprenante, et nous cherchons à nous l'ôter de l'esprit le plus rapidement possible. Car tout effort intellectuel est considéré comme une menace, comme un ennemi. Dès qu'une chose nouvelle se présente face à nous, notre canon intérieur proclame en effet « Je ne veux rien qui contredise l'opinion commune des choses. Suis-je fait, moi, pour découvrir des vérités nouvelles ? Oh, il y en a déjà bien trop d'anciennes. » Nous blâmons très souvent les producteurs, faute à leur stupidité, pensons-nous. Mais c'est une erreur. Ce n'est pas par bêtise, mais par intelligence qu'ils produisent cette sous-culture que l'on connaît aujourd'hui. Car ils triomphent à nous la vendre. Ils sont si doués à savoir comment fonctionne le système, eux qui participent à sa croissance. Cependant, il ne faut pas oublier que vouloir inverser la marche qu'entreprend le système depuis des décennies déjà est quasi inenvisageable, de la même manière que le monde ne peut désarmer toutes ses armes nucléaires. Même si tous les pays se joindront à cette même ambition, il y en aura toujours un pour duper les autres et finir par les dominer. Cela, aucun pays ne s'y risquerait. De même qu'un producteur ne peut se permettre d'arrêter de produire ce qui fonctionne si les autres ne font pas de même. Car les concurrents ne se gêneraient pas de continuer à produire la sous-culture dont il est question, connaissant trop bien vers quoi le public préférera naturellement se pencher, et ainsi de prendre le monopole du marché. Les sociétés produisent ce que les foules réclament. Pourtant, ce qui en découle tend à rendre les gens encore plus enviants à la paresse, à la médiocrité. Au plus le public en demande, au plus le système le leur fournit, et au plus leur niveau régresse encore, ce qui force le système à s'abaisser une fois de plus à leur niveau, à leurs besoins. C'est donc le serpent qui se mord la queue. Le seul moyen d'inverser la marche ou de ralentir le cours du temps est de changer la vision que les masses portent sur le cinéma. Premier Contact est un pendant de cette ambition, qui réussit, au vu de son succès public et critique, à soutenir le rachat du genre au jeu d'un public trop obstiné à garder ses habitudes. Une démarche à laquelle je souscris donc et que j'encourage vivement à poursuivre. Cette fois-ci, les aliens n'interviennent pas pour dégommer la Maison Blanche, seulement nous apporter les connaissances qui participeront à notre évolution et la communication qu'il nous manquait, de tel que le siècle prochain nous soyons en mesure de leur venir en aide. Et nous devrions y songer aussi, en commençant par faire du cinéma, par exemple, un pilier à notre développement personnel et intellectuel. Le récit commence par un travelling identique à celui qui ouvre la conclusion. Nous savons qu'il s'agit là d'un palindrome consistant à lier le début et la fin. Par la suite, un autre plan très semblable m'a fait réagir. Le même travelling et à peu de choses près, le même plafond. Des plans aussi similaires ne sont pas anodins et ne peuvent être conçus au hasard. Je suis alors parti du principe que les deux travelling dans la maison de Louise représentent le moment où elle acquiert l'entière conscience simultanée des heptapodes et l'instant précis où elle accepte pleinement son destin. Par extension, l'autre plan peut se révéler annonciateur de l'événement qui chamboulera sa vie, puisqu'il s'agit du jour où le colonel Weber rencontre Louise. Ou pour faire plus simple, répéter 3 fois le même travelling permettrait de dire que le destin de Louise est déjà tout tracé. Jusque-là, c'est la seule explication que j'ai dénichée, alors poursuivons. A l'inverse, cette fois-ci, j'ai relevé des travelling allant plutôt du bas vers le haut à 4 reprises. Tous ces travelling concernent uniquement la paroi intérieure de la coque et surviennent rétrospectivement lorsque Louise découvre l'intérieur du vaisseau pour la première fois pour ouvrir l'ellipse de 18 mois, puis pour la conclure, et enfin lorsque Louise foule pour la première fois ses pieds de l'autre côté du miroir. Tous ces plans, je suppose, marquent une progression dans l'intimité entre Louise et les heptapodes. Maintenant, ce qui va me paraître plus difficile, c'est d'expliquer les 185 autres travelling qui composent le film. Mais je vais quand même essayer. Parmi les 185 restants, il y en a 109 avant et 15 arrière. L'un des codes bien connus du cinéma consiste à faire coulisser la caméra sur une barre de travelling légèrement vers l'avant tout en cadrant le visage d'un personnage pour donner l'impression qu'il se concentre, qu'il réfléchit ou qu'il est dans l'attente d'une chose qu'il espère qu'elle va se produire ou qui au contraire ne l'espère pas. Cela permet bien d'autres choses encore telles qu'accroître la concentration du spectateur sur un objet en particulier, ce qui s'appelle un focus, ou de maintenir la tension en prolongeant le suspense. A l'inverse, les travelling arrière permettent, avec les mêmes outils, en cadrant un personnage, de donner l'impression qu'il comprend quelque chose, qu'il a une révélation. Cela est notamment dû au fait que la caméra replace le personnage dans un décor qu'elle agrandit au plus elle le dévoile, signifiant que le personnage sort de ses pensées pour revenir dans le réel, ou inversement pour les travelling avant.
Là je vulgarise un peu et j'écorche le concept, mais vous avez compris le principe. L'alternance entre le même procédé et des plans fixes pour laisser le spectateur respirer permet à Denis Villeneuve de maintenir celui-ci dans un état de concentration régulier. Pour les travelling restants, je m'avoue vaincu. Je tente d'expliquer toutes ces répétitions, mais la vérité est que ce manque de diversité cinématographique, couplé aux connaissances inopérantes d'un propos insuffisant, de quelques facilités narratives jusqu'aux visions de Louise difficilement différenciables les unes des autres, et enfin d'une colorimétrie monochrome altérant le filtre bleuté central du film au filtre orangé utilisé accessoirement, qui ne semble pas signifier quelque chose en particulier autrement que d'opposer une scène à une autre comme spécifié dans l'analyse, révèle que cette absence de diversité est symptomatique dans Premier Contact, que les chapitres suivants ne manqueront pas de le souligner par ailleurs. Peut-être que 192 travelling ça ne vous dit rien, mais il s'agit pourtant d'un chiffre colossal pour un long métrage d'1h50, car cela représente à peu près 30 à 40 minutes du film. Les grandes œuvres que nous connaissons n'ont pourtant pas eu besoin d'user de cette pratique pour arriver à leur fin, car leur diversité leur permettait de dénicher de nouvelles combines afin de proposer une plus grande palette de sensations. Denis Villeneuve me paraît être une personne humble et très sérieuse, c'est pourquoi tous les projets qui lui tombent entre les mains ne finissent pas dans des extravagances malvenues, ni ne tombent dans le hors-contexte. En revanche, il possède une palette d'innovations restreinte qui le conduit à ce que je serais tenté d'appeler une réalisation systématique. Cela arrive lorsque le réalisateur favorise une ou deux méthodes qu'il sait efficaces, sans explorer de nouvelles alternatives, préférant rester dans sa zone de confort en répétant ce qu'il sait faire. Souvent il privilégie ce qui lui correspond et non ce qui correspond au projet. Étant de nature sérieuse, cela implique sûrement qu'il considère que toute chose mérite que l'on y prête attention et qu'un travelling avant est alors régulièrement nécessaire. Pourtant il essaie de se diversifier, mais cela donne parfois d'étranges résultats. Il a une tendance à cadrer à côté de son sujet. Lorsqu'il filme un écran, nous voyons la partie supérieure gauche. Sur ce plan, il fait coulisser sa caméra dans un coin de la pièce. Sur celui-ci, nous voyons qu'à moitié l'interlocuteur d'en face. Dans un autre plus étonnant encore, je me demande toujours ce qu'il a voulu filmer. Un arbre peut-être ? Pourquoi la caméra est-elle si éloignée de son sujet ? Pourquoi semble-t-il volontairement ne pas centrer son cadrage ? Ou comme cette manière d'approcher un objet hors de la scène pour le faire apparaître dedans via un travelling latéral. On utilise en général ce code pour révéler au spectateur la présence d'un objet dissimulé dans la pièce depuis le début de la scène. Mais apparemment il ne s'agit pas de ça ici. D'ailleurs de quoi s'agit-il ? Car je comprends le choix de ne pas faire comme les autres, mais encore faudrait-il une raison valable au risque sinon que l'œuvre soit desservie. Premier Contact ne déroge pas à la règle, les manies de son réalisateur sont présentes dans tous ses films à des proportions variables. Il y en a un autre que je pourrais citer. L'exploitation du plan d'ensemble à chaque fois qu'un personnage pénètre dans un nouveau lieu, ou bien lorsqu'une journée passe et que pour marquer un temps mort, il l'utilise comme effet de transition. Tout ceci reste extrêmement conventionnel. Les codes qu'il utilise abondamment, nous les apprenons dès nos premières années d'études de cinéma. Mais s'il ne s'agissait que de ça. Seulement voilà, il vous suffit de constater que les lieux où se dégoupille le récit sont si vides et si étroits que les possibilités se font plus minces pour observer tous les plans se répéter à leur tour. Regardez aussi la manière dont il filme la coque des heptapodes. Toujours les mêmes travelling, il essaie pourtant de diversifier les angles de vue, mais à trop vouloir exhiber la coque, elle en perd le mystère qui faisait son charme. Un bon réalisateur, ce n'est pas seulement celui qui sait filmer, mais aussi celui qui sait quand il ne le faut pas. Un plan d'ensemble parviendra même à réduire cette gigantesque coque en un vulgaire caillou suspendu au milieu d'une étendue vide sous des nuages mornes, rappelant de loin Windows XP. S'il était important de dévoiler le revers de l'engin, un plan subjectif suffisait, si ce n'est attendre le climax du film lorsque les vaisseaux changent de position pour voir que la coque ressemble effectivement à une graine. Pour un film qui traite du langage, avoir un champ lexical et une grammaire cinématographique aussi faible est un peu regrettable. Je dois vous avouer qu'à l'origine, il n'était pas prévu que j'écrive ce chapitre. Mais dans le but de me détendre, j'ai déterré mon vieux DVD Contact de Robert Zemeckis et je me suis finalement rendu compte que la structure des deux œuvres équivalait. En effet, si on met de côté la concordance du titre français, la protagoniste est une femme de science qui se retrouve embarquée dans une histoire de contact avec des extraterrestres pour résoudre un problème planétaire axé sur la communication. Au bout d'un moment, les aliens envoient un message à l'ambivalence plus que prononcée. Dans l'un, il s'agit d'une formulation ambiguë, utiliser une arme, et dans l'autre, il s'agit d'une conférence d'Adolf Hitler. L'armée panique, nos deux protagonistes pensent qu'il n'y a aucune raison de croire que les extraterrestres cherchent à nous nuire, alors elles finissent par découvrir la signification de ce message. Pour le premier film, c'est un cadeau qui ouvre les portes du temps, dans le second, c'est le renvoi du tout premier message que l'humanité avait projeté dans l'espace. Que celui-ci contienne une conférence Hitler n'avait donc rien d'alarmant.
L'équipe qui soutient notre protagoniste doit tout faire pour traduire le message extraterrestre qui s'avère très différent dans la manière dont il est rédigé, d'autant plus que le contenu est un outil offert à l'humanité à des fins altruistes. Dans les deux cas, les hommes possèdent 1/12 du message complet qu'ils doivent reconstituer d'eux-mêmes. Dans l'un, c'est une écriture sémasiographique non linéaire qui délivre non seulement la conscience simultanée pour rendre les humains plus enclins à la paix, mais aussi un tas d'autres connaissances. Dans l'autre, c'est un plan en 4 dimensions pour construire une machine tridimensionnelle afin d'entrer en contact avec les êtres du cosmos. Pour ceux qui ont été très attentifs à l'analyse, vous avez pu lire qu'à l'origine, avant la sortie d'Interstellar qui a tout chamboulé, les heptapodes débarquaient sur Terre pour offrir le plan d'un vaisseau qui permettrait de guider les humains vers leur planète natale afin que nous puissions les sauver d'on ne sait trop quoi qui les ravagerait dans un futur lointain, tout cela en les colonisant. Je crois qu'on peut dire qu'Interstellar est sorti au bon moment. Mais ce n'est pas fini. Il se trouve qu'Eleanor Arroway travaillera plus ou moins avec Palmer Joss, un journaliste religieux, de profession et croyances opposées. Et ils tomberont amoureux, aussi. Et puis il y a un poseur de bombes qui fait tout capoter à la dernière minute. Et puis il se trouve qu'il y a des manifestants croyants un peu foufou. Et puis, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Il commence à pleuvoir des ressemblances de partout. Pouf, cercle Enzo du shintoïsme. Boum, les journaux télévisés sont utilisés de la même manière pour suppléer un peu de tension à la narration. Et hop, par un concours de circonstances hasardeuses, Louise est harponnée dans la coque des heptapodes, tandis qu'Eleanor est embarquée, contrairement à ce qu'elle avait imaginé, dans la capsule qui la transportera jusqu'au bout de l'univers. Et tac, les deux films font des parallèles à la mort, au divin, et puis au fond quand même ils traitent un peu de la même chose, des problèmes d'interprétation, de l'humanité confrontée à son problème de communication, la science versus la religion, la science en comparaison à la linguistique. Rappelons-nous la remarque de Yen au sujet de ce qui fait la fondation d'une civilisation. Ouais, bah c'est magnifique, même si c'est faux. C'est faux. La pierre angulaire de la civilisation, ce n'est pas le langage, c'est la science. On pourrait ajouter leur concordance à la liste des choses manquant de diversité. Mais je ne considère pas les ressemblances entre deux œuvres comme des défauts, aussi flagrantes soient-elles. Cela reviendrait à renier le remake ou à empêcher toute intention de revisiter un récit par exemple. Je vous les donne, voilà tout, faites-en ce qu'il vous plaira. Tout ce que cela démontre, c'est qu'en plus d'être une adaptation, et par conséquent de ne pas être entièrement une histoire dite originale, le récit perd encore davantage cet aspect. J'aimerais passer en revue très succinctement certaines maladresses et habiletés que je n'ai pu racoler à mes textes précédents. L'une d'elles concerne leur sémagramme. Il n'y a pas besoin de lire le bouquin pour savoir qu'il n'y a pas d'ordre de lecture et que le 1/12 du message complet que reçoive l'équipe de Louise ne peut se lire dans un ordre précis, puisque chaque sémagramme se suffit à lui-même et exprime toute son idée, indépendamment des autres. Comment font-ils pour exprimer un concept scientifique infiniment complexe avec de si petits sémagrammes? Observez bien, ils font tous la même taille. Le film nous dit-il que les heptapodes sont si sous-développés qu'ils n'expriment que des pensées de dernier ordre? Les sémagrammes devraient normalement représenter des mandalas gigantesques, au plus l'idée deviendrait extrêmement complexe. On pourrait envisager des mandalas infinis nous permettant de percevoir l'infini. C'est une idée ambitieuse, voire démesurée mais audacieuse. Je me demande aussi la raison pour laquelle ils ont sous-titré leur sémagramme en petit nègre. Louise a arme, utilisez arme, nous aidons humanité. Dans 3000 ans, nous avoir besoin aide humanité. Louise voit avenir, arme ouvre temps. Traduire ne consiste pas seulement à retranscrire mot à mot comme le fait Google Traduction. Certes, leur langage exprime une somme de mots sans ordre précis, mais si je dis red cars en anglais, je ne traduis pas en français par rouge voiture, je traduis par des voitures rouges. Donc on ne dit pas nous avoir besoin aide humanité, on dit plutôt nous aurons besoin d'aide de l'humanité. C'est le principe de la traduction, il est assez déconcertant qu'un film porté sur la communication commette de telles erreurs. Toujours sur la même scène, l'heptapode dit arme ouvre-temps. Et je me demande pourquoi ils n'utilisent pas le mot langage dès le début. Est-ce qu'en plus d'associer le concept d'armes et d'outils, ils les associent aussi au langage? C'est ce que je pense, car dans le cas contraire, c'est vouloir embrouiller tout le monde par peur de révéler le dénouement final du récit. De même que la réaction des humains reflète une étrange naïveté, dans la mesure où le film n'utilise pas assez l'argument suivant pour rendre les heptapodes dangereux et inquiétants. On ne se déplace pas des années-lumière juste pour voir ou pour observer. Voyager de leur planète jusqu'à la nôtre prend beaucoup de temps et sûrement beaucoup de ressources. Dans le cas contraire, nous aurions sûrement détecté leur planète depuis nos satellites. L'inquiétante raison si anodine des heptapodes aurait dû davantage effrayer les êtres humains, peut-être même avant toute autre chose. Plus loin, lorsque Louise s'approche de la paroi pour écrire un sémagramme avec l'un des heptapodes, omettons la manière dont elle a deviné ce qu'il fallait faire, qu'est-ce que ça signifie? Comment l'heptapode peut-il poursuivre le geste de Louise? Leur esprit entre-t-il en communication? Ou peut-être sait-il d'avance ce qu'elle va écrire? Mais si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle écrit? Parce qu'elle doit bien écrire quelque chose. D'autant plus qu'il faut d'abord connaître l'entièreté de la phrase avant de pouvoir la formuler. Cela signifie donc que Louise connaît le contenu de son message avant de l'écrire.
Et puis comment se fait-il que d'un seul geste de main, toute la complexité du mandala prenne forme? Mais avant tout, pourquoi donc les heptapodes voudraient-ils qu'elle écrive quelque chose, car visiblement cela ne lui a pas permis de deviner le pouvoir que recèle leur écriture. Et enfin, pourquoi a-t-elle une vision précisément à ce moment, si ce n'est d'un point de vue scénaristique, pour faire comprendre au spectateur qu'il y a un lien étroit entre ses visions et leur langage? Sans parler de cette scène où un heptapode faisant vibrer sa trachée génère comme des ondes qui apparemment déclenchent des visions chez Louise. Les heptapodes ont-ils des super pouvoirs qui dépassent leur simple représentation mentale offerte par leur catégorie linguistique? Peuvent-ils contrôler le temps, le transmettre ou le malaxer? Peuvent-ils choisir dans le futur de Louise le moment précis qu'ils souhaitent lui montrer? Car en effet c'est un sacré hasard que l'une des visions que Louise reçoit soit le dessin de sa fille où Yann, Louise et un oiseau en cage sont dessinés, expliquant parfaitement que sa fille n'est pas morte mais plutôt qu'elle va naître. Toutes ces choses un peu obscures ne me paraissent pas intéressantes à résoudre. Mais peut-être que je me trompe, et dans ce cas je vous laisserai me corriger. D'ailleurs j'ai pu noter quelques problèmes de fluidité au niveau du CGI. Lorsque Yann, Louise et les militaires sont en apesanteur, le mouvement de leur tête ne paraît pas être en parfaite harmonie avec leurs corps, qui sont eux modélisés par ordinateur. Mais revenons plutôt sur les visions de Louise qui se déclenchent anormalement trop tôt, seulement après la connaissance de quelques verbes. À se demander pourquoi toute l'équipe n'ont pas le pouvoir s'il suffit d'apprendre quelques mots. Puisqu'il était si important que les visions apparaissent au début du récit. Émettre alors de simples mots, dialogues ou autres sons dans son esprit pour commencer aurait pu suffire, de manière à faire croire, au début, que Louise perdait la tête à cause des heptapodes ou des radiations, que quelque chose d'anormal se déroulait. Ils auraient pu aussi aborder l'histoire d'une autre façon, en faisant du personnage de Louise quelqu'un de conscient de ses dons, mais qui les cache aux autres car celui qui a lu le livre des âges ne peut en divulguer ses secrets, rappelez-vous. Ainsi son comportement deviendrait étrange, sereine, comme si elle comprenait trop bien comment les choses vont se déplier, tandis qu'impuissants, nous l'observons se jouer de nous. Une idée toujours plus cohérente qu'une accumulation de visions téléphonées se déclenchant hasardement dans les moments les plus propices. Je passe très rapidement sur Yann, le scientifique qui occupe la moitié du domaine avec son équipe et qui pourtant, à contrario du livre, n'est pas d'une grande aide. Outre une brève évocation de leur plus grande facilité à comprendre les nombres complexes que l'algèbre, et de la composition chimiquement inconnue de leur vaisseau, détail permettant de consolider le mystère autour de l'intrigue, Yann n'accomplit aucune tâche concrète. Et parfois on ne sait plus vraiment s'il est linguiste ou scientifique, par exemple lorsqu'il découvre les sémagrammes relatifs au temps dissimulés dans le dernier message. Découverte qui aurait très bien pu se faire par n'importe qui d'un peu attentif, mais il fallait bien que Yann serve à quelque chose. Tandis que dans le livre, Gary, à plusieurs reprises par ses recherches scientifiques, apporte des réponses clés pour le domaine linguistique et vice-versa. Il y a une corrélation évidente et mise en avant entre le fait que la physique épouse la grammaire et que la grammaire épouse la physique, de la même manière que Louise épouse Gary. Yann dans le film est presque dispensable à l'histoire, si ce n'est pour révéler qu'il est le père et d'y ajouter la présence quelque peu nécessaire d'un scientifique à bord. Alors que pourtant, il y en avait des questions à se poser, notamment en biologie sur la structure de leur enveloppe charnelle ou bien de leur écosystème, car il est étrange, je dois dire, que personne ne se demande à quoi ressemble un heptapode, alors que la brume en cache une partie. Autre élément analogue, lorsqu'Anna se demande pourquoi son père ne la regarde plus comme avant. Louise aurait pu s'en sortir avec une jolie pirouette comme une mère sait si bien le faire pour préserver sa fille. Mais ce n'est pas ce qu'elle a décidé de dire, puisqu'elle lui avoue que ça concerne une maladie très rare, impossible à arrêter, en ajoutant « un peu comme toi ». Ce n'est pas très malin de le formuler ainsi, car pour une mère, c'est prendre le risque de dévoiler le destin tragique de sa fille. C'est poser une corrélation directe entre un mauvais choix, une maladie inarrêtable, Anna et le dévisagement de son père. C'est une incohérence, une faute d'écriture, et s'il en a été ainsi, c'est pour que le spectateur comprenne ce qui a causé la rupture entre Yann et Louise. Je trouve qu'il me regarde plus comme avant. C'est ma faute. J'ai dit à papa ce qu'il n'était pas prêt à entendre. Quoi? Tu ne vas jamais le croire. Je sais que bientôt une chose va arriver. J'ignore comment je le sais, mais j'en suis sûre. Quand je lui ai dit, il s'est mis en colère contre moi. Il a dit que j'avais fait le mauvais choix. C'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Ça a quelque chose à voir avec une maladie très rare et qui ne s'arrête jamais. Tout à fait comme toi, mon ange. En revanche, dire que sa fille est inarrêtable, hors contexte, est intelligent. Sa fille est inarrêtable car le temps s'est déjà produit, elle n'est qu'en processus de mort et par conséquent, d'un certain point de vue, mourante mais jamais morte. Cela peut tout aussi bien dire que le destin est inarrêtable et que le choix de la mettre au monde l'était aussi.
ou encore que la mort est inarrêtable et qu'en ce sens, Louise n'a pas fait de mauvais choix, puisque peu importe l'enfant qui aurait pu naître, il serait mort un jour ou l'autre. Dernier point, la quasi-totalité des journaux sont anglophones, là où ce plan aurait pu symboliser l'union et la parité entre les nations du monde entier, si ce n'est un ou deux journaux télévisés étrangers, celui-ci reflète plutôt un nombrilisme américain, fier que leur admirable et grand pays ait résolu un conflit à l'échelle planétaire que les grands méchants chinois auraient pu faire capoter. Après tout, le film prend en compte le décalage horaire, c'est déjà ça. Ainsi, mes amis, c'est à ce moment que se clôture cette vidéo. Qu'avons-nous à retenir de tout ceci? Que cela nous laisse-t-il présager? Vous l'attendez peut-être, mais voici que Dune a été annoncé, sans compter Blade Runner 2049 sorti il y a quelques mois de cela, qui me laisse tous deux indifférents. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui, je revois Premier Contact avec plaisir. Alors que je l'ai pourtant vu à plus de 6 reprises, sans compter le travail de montage me forçant à revoir toutes les scènes, un nombre incalculable de fois. Je me rappelle également mon premier visionnage qui m'avait laissé, je dois l'admettre, perplexe, auquel j'espérais que ma seconde vision me permettrait d'enlever un doute qui persistait alors en moi. Premier Contact était-il bon ou mauvais? Mais ce n'était qu'après plusieurs visionnages que j'ai pu me rendre compte de sa vacuité scénaristique et philosophique. Quant à la mise en scène, je suis tombé de haut lorsque j'eus terminé de le décortiquer plan par plan, découvrant que tout se ressemblait. J'ai alors dû repenser et réécrire ma critique en conséquence. Plus tard, tout à fait au hasard, je suis tombé sur la publicité d'une voiture lorsqu'une petite fille racontait à sa mère tout ce qu'elle aimerait faire et devenir plus tard, jusqu'à ce qu'une voiture roulant à pleine vitesse, de peu, manqua d'écraser la jeune fille. La pub en soi ne nous importe peu, mais il m'a étonné de voir à quel point la mise en scène classique de cette publicité était très similaire aux visions de Louise, avec la même ambiance, la même photographie, les mêmes lieux de tournage et presque les mêmes personnages. Avec Premier Contact, et pourtant il n'a pas travaillé dans ce milieu, Denis Villeneuve partage des similitudes avec ses collègues de la publicité, célèbres pour leur mise en scène conventionnelle qui plaisent principalement par leur photographie toute lisse et par l'accumulation de diverses filtres et retouches qui ont pour objectif d'épurer l'image. Et bien qu'on puisse lui pardonner son manque de diversité, du fait que les lieux où se dégoupille le récit sont si étroits que les possibilités se font plus minces, il n'empêche que Denis Villeneuve n'est pas un grand réalisateur. Même s'il s'en sort mieux dans d'autres de ses films tels que Prisoners pour sa direction d'acteur ou encore Ennemi pour son propos. Il réfléchit peu son découpage, reste limité et se répète beaucoup. Dans l'analyse, j'avais souligné l'influence déjà très marquée de James Turrell sur Premier Contact, qui devient plus grande encore sur Blade Runner, jusqu'à ce que la grande partie des bâtiments qui composent son dernier film soient tous tirés d'une manière ou d'une autre des œuvres de Turrell. Je ne pense pas qu'il faille attendre grand chose de Dune, si ce n'est un film conçu sérieusement qui ne succombera pas aux excentricités du genre que l'on connaît tant. Voici à quoi j'ai fini par réduire le système. Une machine prévisible qui ne laisse peu de place à la surprise. Le comble est que même les bons réalisateurs qui se font pourtant rares, par la confiance et la liberté qu'ils ont acquis du système, produisent prévisiblement ce qu'ils sont capables de faire. De bons films, quelquefois de mauvais, mais rarement ils ne transcendent le cinéma, rarement ils ne me surprennent. Lorsqu'on me demande si c'était mieux avant, je préfère répondre que ce n'est pas forcément mieux maintenant. L'arsenal innombrable de nos mauvais films qui accompagnent les plus grands de nos jours s'accapare davantage l'attention du public, encore figé dans le cercle étroit des idées en circulation. Ainsi, l'époque s'embourbe toujours plus profondément dans sa propre fange. Un tour plus habile mais plus profitable, c'est celui-ci. Cinéastes, écrivains, chanteurs et à la centaine ont réussi, contre le génie et la véritable culture de toutes les époques, à mener le monde en laisse en le dressant à voir à temps toujours la même chose, toujours les mêmes nouveautés, pour y trouver, dans les réunions de société, un semblant de sujet de conversation. Ce but est atteint par de mauvais romans et des productions analogues de talents jadis fameux. Mais enfin, quel sort plus tragique que celui d'un pareil public, qui se croit obligé de lire toujours le récent gribouillage de cerveau plus qu'ordinaire, n'écrivant que pour l'argent, et qui par conséquent ne chôme jamais. Et en revanche, les œuvres des esprits rares et supérieurs de tous les temps et de tous les pays, ce public ne les connaît que de nom. Nous n'aurons jamais assez de temps pour lire, voir ou écouter trop peu de mauvaises choses, et jamais assez pour toutes les bonnes. Nous devons en conséquence accorder du peu de temps que nous disposons aux plus grandes œuvres que l'histoire seule est en mesure de faire rejaillir l'éclat, et dont toutes les autres productions, tant privilégiées par l'odeur du papier fraîchement imprimé, chuteront d'ici quelques longues années dans le puits de la médiocrité. Je peine à me reconnaître dans toutes ces œuvres nauséabondes qui pullulent dans nos salles de cinéma. Et il faut que je le dise, contre toute l'opinion commune qui ne saurait supporter davantage le propos que je tiens ici, tel qu'il en est devenu ainsi du jeu vidéo, je me dis que parfois, plus aucun film ne saura m'intéresser. Pour parer à ça, je me dis que la qualité ne fait que prolonger son cycle. Lorsque le génie en nous se dégrade, il en est plus loin des hommes de talent qui par conviction s'élèvent pour retrouver la qualité perdue,
mais dont l'ordre naturel des choses les entraînera au bout du compte par se reposer sur leur laurier. Car l'amour qu'ils portaient pour le cinéma n'étant plus offensé et ne ressentant par conséquent plus le besoin urgent de lui rendre ses lettres de noblesse, le feu qui faisait bouillir leurs convictions et leur donnait tant de talent s'est alors refroidi. S'ensuit par conséquent une autre période creuse comme il en a été à l'origine. Un cycle qui me fait penser à ces forêts qui n'attendent que l'éclair pour brûler, saisissant de cette manière l'occasion pour certaines de leurs plantes de donner vie, car celles-ci ne le peuvent autrement que par le feu. Je me dis que, peut-être, à notre époque, là où nous sommes positionnés dans le cycle, c'est-à-dire à l'ouverture d'une nouvelle ère de médiocrité, il ne pourra émerger, cette fois-ci, comme il sera censé l'être, une autre grande époque. Car en ces temps, le système, s'enlisant dans le capitalisme, s'opposera pour sa survie à ce feu qui jaillit du zèle des artistes, duquel la forêt de la création aura besoin pour sélectionner ses nouveaux fruits. Continuellement humidifié par Internet, c'est la stagnation du mauvais goût, l'atrophie du jugement critique, l'inertie créatrice. Et dès lors, plus aucun éclair ne peut brûler une forêt qui survit de cette manière. Le système, et donc tous les êtres qui le composent, se complaisent à présent dans cette situation, ne voyant pas pour quelle raison elle devrait changer. Plus de révolte artistique, plus aucun dépassement de soi, juste une continuelle imposture vers laquelle nous tendons à la dévotion. En conclusion, il est peut-être vain, aujourd'hui, d'espérer une nouvelle ère. Mais n'étant pas naturellement défaitiste et ne voulant pas que le cinéma que j'aime ne daigne jamais grandir, ni même s'émanciper de tout ce qui l'incarcère, je préfère croire et avoir la démarche d'en faire briller l'éclat, dont il est faux et pessimiste de dire aujourd'hui, et que seuls ceux qui manquent de talent auront la naïveté de décréter, que tout a déjà été fait. Peu importe les époques, on dirait bien que nous tenons toujours la même rengaine. En 1938, par exemple, bien avant la sortie de nombreux piliers de la science-fiction, que ce soit au cinéma avec Star Wars, Star Trek 2001, Blade Runner, ou dans la littérature avec Dune, Fondation, Ubik, Arthur C. Clarke, avant de devenir l'auteur que nous connaissons, écrivit dans un magazine de science-fiction britannique New Worlds une courte réflexion intitulée Rêverie. Des idées, il en existe à foison, mais le problème, disait-il, ce n'est pas que nous manquons d'imagination, mais d'une certaine imagination. Seulement, cette certaine imagination, aurons-nous la force de l'explorer, la conviction ensuite de la cultiver ? Serons-nous encore capables de créer, tandis que la diversité intellectuelle, notre ressource la plus nécessaire, se dissipe, et qui disparaîtra, je n'en doute pas, plus vite que les arbres. Cette diversité qui s'affaisse, tandis qu'au plus nous possédons des moyens de communication pour multiplier la disparité, au moins nous semblons communiquer et nous diversifier. Chaque biologiste sait que les petits groupes isolés évoluent le plus rapidement. Mettez 3 personnes dans un comité et elles peuvent faire quelque chose. 10 personnes et ça devient plus difficile. 30 personnes et rien ne se passe. 30 millions, il devient impossible. C'est l'effet des médias de masse, cela empêche tout. Les médias diffusent la diversité, cela rend tous les lieux identiques, toutes les différences disparaissent. Dans un monde de médias de masse, il y a moins de tout sauf les 10 premiers livres, disques, films, idées. Mais nous ne l'avons pas encore compris, alors nous envisageons de réunir 5 milliards de personnes dans le cyberespace. Et il gèlera toute l'espèce. Tout s'arrêtera sur son chemin. Tout le monde pensera la même chose en même temps. Uniformité globale. Et croyez-moi, ce sera vite. Il ne nécessite pas d'astéroïdes ou de maladies ou autre chose. C'est simplement un comportement qui surgit soudainement et s'avère fatal pour les créatures qui le font. Mais au-delà de tout ça, le serais-je moi-même capable ? Quelquefois j'ai l'impression de contempler froidement les œuvres que j'aime. Quelquefois je me dis que le cinéma n'a jamais enfanté aucun film qui vaille la peine d'être vu. Enfin, j'oublierai sûrement ça demain, cette sensation n'est que passagère. Mais ce détachement progressif m'empêche de récupérer le plaisir que je prenais autrefois, et les rêves que m'offraient ces œuvres lorsque j'étais enfant. Cet amour, sommes-nous condamnés à le perdre en grandissant ?